D'abord, je tiens à souligner l'excellence du travail qui vient d'être présenté, qui m'a beaucoup interpellé, ce qui est un comble pour un ancien poulet d'être interpellé, parce que j'ai remarqué que souvent, derrière les questions les plus anodines, correspondaient des réponses intéressantes et pertinentes. Qui suis-je? Donc, je pourrais me présenter comme étant un ex-technicien de la gestion de l'interdit, ce qu'on appelle plus communément en France un flic. Je me présenterai un petit peu plus tard dans mon propos pour mieux expliquer peut-être la raison pour laquelle je suis ici cet après-midi. Mon propos il sera, comme l'orateur précédent, plus dans une forme d'indépendance d'esprit, vu mon âge un petit peu avancé et surtout que je n'ai pas de responsabilité en matière de politique publique, quelle qu'elle soit. Donc en premier lieu, je remercie les organisateurs de ce congrès qui m'ont permis de m'exprimer sur le sujet de la prohibition. C'est vrai que depuis plusieurs années, je m'attache à donner de mon temps pour tenter d'informer les concitoyens sur cette question et j'ai eu parfois l'occasion ici et là d'intervenir en présence de professionnels de santé, mais j'ai le plus souvent regretté que le volet santé publique ne soit pas davantage mis en avant sur cette question. C'est dire donc si aujourd'hui je suis heureux d'intervenir devant cette Assemblée. Évidemment, mon propos sera davantage porté sur les fondamentaux sociologiques et les réalités policières, mais je pense justement que ça peut permettre de mieux percevoir les réelles interactions entre les enjeux de sécurité et de santé publique, dont, à mon avis, la plus visible interaction, c'est la quasi-impossibilité pour un État de mener à la fois une politique de prohibition et la prophylaxie ou l'ensemble de la prévention. On va me dire, mais bien sûr que non, je me trompe, puisque nous avions encore ici peu un représentant de la MILT qui démontre bien qu'il y a une politique de prévention au travers de la prohibition. Bon, je veux vexer personne. J'ai calculé qu'en matière de lutte contre les trafics de drogue, c'est entre 12 000 et 15 000 emplois temps plein de la fonction publique. Donc ça pèse quand même un peu plus lourd que ce qui est donné en matière de prévention. Donc, après être revenu quelque peu sur le concept de lignes Maginot, je propose de faire une courte rétrospective de l'histoire des trafics des années 70 à nos jours, en serrant 3 périodes clés. J'évoquerai un petit peu plus tard la situation actuelle qui relève, à mon sens, de la quadrature du cercle. Et enfin, de nature résolument optimiste, malgré les fortes répulsions et les blocages institutionnels, j'évoquerai les possibilités dont nous disposons pour sortir de cette impasse qui peut se révéler à terme destructrice pour notre société. Souvent, j'étais amené à parler de la situation au Mexique ou en Colombie, et bien sûr, on me rétorque naïvement que ces pays sont bien exotiques par rapport à notre pays. Mais la réalité est tout autre. À mon sens, il faut simplement admettre que les mêmes causes produisent les mêmes effets et le reste n'est qu'une question de proportion. Le concept de ligne Maginot, enfin mon concept de ligne Maginot, c'est cette fameuse ligne fortifiée, vous vous souvenez tous, derrière laquelle s'était retranchée l'armée française, présentée alors comme la première du monde, en 1939. La suite de l'histoire démontra que l'idée d'enterrer une armée dans une fortification censée stopper l'agresseur n'était d'une part que la reproduction d'une stratégie de tranchées mortifère déjà utilisée, et d'autre part que cette chimère s'est révélée être une monumentale erreur stratégique entraînant la France dans une histoire pour le moins chaotique. Pourtant, à l'époque, déjà, des voix discordantes s'étaient élevées. Aujourd'hui, en matière de prohibition, à mon sens, nous sommes également dans le concept de ligne Maginot. Tenter de stopper les importations clandestines de produits alors qu'une demande existe, c'est une stratégie vouée à l'échec, qui peut plonger le pays dans le chaos en termes de violence, on peut le constater assez facilement, en termes d'économie parallèle, en termes d'accroissement des addictions et d'anomie, c'est-à-dire de distorsion entre la règle et la réalité. Le plus grave pouvant être, à mon sens, dans ce schéma, la distance que l'ensemble de la jeunesse pourrait prendre dans son rapport à la loi. En effet, comment appréhender l'énorme écart entre le discours martial, que l'on entend ici ou là de tels responsables administratifs ou politiques, qui en appellent à la guerre, pas un mot anodin la guerre, contre la drogue, alors que ces mêmes jeunes sont confrontés à une offre de cannabis tous les jours devant les établissements scolaires.
Pour ma part, si adolescent, j'avais été confronté à cette situation, je me demande ce que j'aurais pensé du monde adulte. Mon jugement aurait sûrement oscillé entre hypocrisie et incompétence. En tout état de cause, il n'est pas rassurant pour un citoyen, quel qu'il soit, jeune ou adulte, de découvrir que l'État n'a manifestement pas une bonne perception du problème. Alors la question qui se pose est comment en sommes-nous arrivés à ce stade? Effectivement, après un apprentissage militaire qui m'a exercé au problème de sécurité extérieure, je me suis reconverti dans la sécurité intérieure. J'ai eu une grande chance, c'est de débuter en tant que pinot simple flic, dans les rues d'une grande périphérie urbaine, qui n'est pas très loin d'ici, la Seine-Saint-Denis. Sur le sujet de la prohibition, je vous rassure, après une quarantaine d'années de service public, je ne me suis pas levé un matin, après avoir entendu des voix, me demandant de militer contre la prohibition. Mes convictions sur le sujet sont plus le fruit d'une expérience professionnelle à l'intérieur du système de prohibition. S'il est vrai que par la suite, je me suis abondamment documenté, car j'étais vraisemblablement peut-être un peu plus curieux que la majeure partie de mes collègues sur mon métier et la façon de l'exercer, mon crédit sur cette question vaut essentiellement par mes années à arpenter la voie publique en compagnie de mes collègues. Aujourd'hui, la communauté scientifique m'a fait l'honneur de me reconnaître quelques compétences lors de mes travaux d'études en matière de sécurité, mais dans le domaine de la prohibition, je fais partie des policiers pionniers de la mise en œuvre des lois de 70. Pour moi, cette histoire se déroule en 3 actes majeurs. La particularité de notre système de prohibition, c'est qu'il est arrivé de l'extérieur. Comme ça a été dit précédemment, c'est effectivement un consensus des pays occidentaux pour décréter un certain nombre de produits drogues illégales. Et c'est assez singulier pour la sécurité dite intérieure de traiter d'un problème extérieur, car international, puisqu'il porte sur la circulation des produits. Rapidement d'ailleurs, en dépit d'un affichage de bonne coopération policière, européenne et internationale, on percevra toutes les difficultés pour tenter de rendre efficace la lutte internationale contre les trafics. Du point de vue technique, c'est compliqué, entre les différentes approches de justice, selon les États, entre justice accusatoire, justice inquisitoire, et les méthodes des diverses polices, entre police offensive ou police régulatrice de l'ordre public. En réalité, tout comme la problématique du renseignement international en matière de terrorisme, on a peut-être quelques petits soucis en ce moment aussi, chaque État tente d'obtenir un maximum de ses partenaires tout en considérant son propre renseignement comme inviolable. En fait, donc, la coopération en matière de trafic international a toujours été très relative, surtout si le pouvoir exécutif de l'État en question en fait un enjeu de politique intérieure. Et hélas, c'est souvent le cas en matière de prohibition. Au moment de l'élaboration de la loi de 70, il est vrai que le ministère de l'Intérieur a pris le pas alors sur le ministère de la Santé. Il aurait été mieux inspiré d'observer son rétroviseur. Pour étudier la question de la drogue, pour étudier la prohibition de la drogue alcool aux États-Unis et plus généralement les autres prohibitions au travers des siècles passés. En effet, si l'on dissocie la prohibition de la contrebande, c'est-à-dire l'interdiction d'un produit dans un cas et la régulation économique de la circulation d'un produit dans l'autre cas, on sait que cela ne peut pas fonctionner. Tout simplement parce que la logique commerciale l'emporte sur les capacités d'un État à gérer l'interdit. J'ajoute qu'il en est de même, quelle que soit la gestion politique du dit État. Pour ceux qui auraient des idées, par exemple, dans une dictature au pouvoir fort, par définition, la prohibition ne fonctionnera pas davantage, elle fera simplement accroître les phénomènes de corruption inhérents à ces États. Comment alors l'État français s'est-il laissé emporter dans une loi de prohibition qui, selon le savoir de l'époque, pouvait déjà apparaître comme un non-sens? Probablement le syndrome ligne Maginot et les explications qui ont été données par le précédent orateur. La rhétorique au service du court terme et des plans de carrière préférée à une pragmatique gestion des problèmes de santé publique. Je précise en passant qu'il est bien des domaines d'actualité où l'on peut retrouver d'ailleurs le syndrome aujourd'hui ligne Maginot. Premier acte. J'ai donc commencé à arpenter les rues de la commune des Lilas en Seine-Saint-Denis. La circonscription couvrait alors des villes sympathiques, Romainville, Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais. Tout comme mes collègues, je ne connaissais pas grand-chose, évidemment, à ce que l'on nommait la drogue. À cette époque, on trouvait de la drogue légale dans les commissariats, l'alcool, et le policier de service général était amené parfois à trouver de la drogue illégale au cours de ses patrouilles.
C'était assez rarement de la résine de cannabis, mais surtout de l'héroïne. On sortait d'une époque hippie, 70, enfin bon, tout ce qu'on a pu converser autour de ça. En tout cas, les utopies d'alors ne mettaient pas assez vraisemblablement en garde contre cette héroïne destructrice. Nous, ce qu'on voyait, c'était des drogués, des vrais. En quelques mois, lorsqu'on croisait les junkies, la déchéance physique était rapide. Et assez effroyable d'ailleurs. Évidemment, ça nous incitait à tenter de mettre hors d'état de nuire les vendeurs. Au passage, il faut noter que dans les quartiers qui disposaient alors d'un tissu associatif fort et militant, on faisait la chasse aux dealers. En 1984, lors de la rénovation du quartier de Belleville, j'ai été affecté quelques mois dans un commissariat du quartier, un commissariat de quartier. La rue, c'était la rue Ramponneau, ça ne s'invente pas. Nous faisions tous les matins la visite des squats pour vérifier qu'aucun junkie ne se trouvait dans le coma ou en overdose, ce qui arrivait assez régulièrement. L'engagement policier alors, sur la question de la drogue, était à la mesure de ce qu'il voyait au travers des dégâts causés par l'héroïne. Pas d'état d'âme, il fallait faire en sorte que le poison ne circule pas. Je le répète, le cannabis était alors peu présent. À ce stade, je précise, pour une bonne compréhension des phénomènes, que dès cette époque, et a fortiori aujourd'hui, la prohibition, c'est la variable d'ajustement pour tous les services. C'est-à-dire que si effectivement il existe des services plus spécialisés sur la question, n'importe quel policier peut exercer son sens de l'investigation ou son sens de l'intervention de voie publique sur le sujet. Par exemple, affecté un peu plus tard à la brigade anticriminalité de Seine-Saint-Denis, où nous faisions exclusivement ce qu'il était convenu d'appeler du saut de dessus, c'est-à-dire du flagrant délit de voie publique, nous pouvions parfois nous intéresser au trafic de rue. Un peu plus tard, deuxième acte. Au milieu des années 80, il y a eu deux phénomènes concomitants. Le premier tenait à une volonté politique de cacher le phénomène de la vente de rue. Dès lors, une énorme pression s'est exercée dans les centres-villes, dont le point le plus emblématique de cette stratégie reste l'île aux Chalons, dans le 12e arrondissement. On savait que ce faisant, on déplaçait le problème au lieu de le faire disparaître. Mais peut-être fallait-il déjà cacher les failles de la loi de 70. En revanche, renvoyer le problème de la drogue et de droguer dans les banlieues, c'était compliqué du point de vue technique, le travail des forces de sécurité, et c'était aussi surajouter un problème de sécurité aux problèmes économiques déjà rencontrés par ces populations. Du côté des trafiquants, on allait également changer de stratégie. D'une part, à l'instar de la drogue légale, il était acquis qu'une politique commerciale digne de ce nom devait faire en sorte que le produit, s'il pouvait conduire à l'addiction, ne devait pas tuer le client trop vite. Ainsi, l'héroïne s'est transformée et d'autres produits se sont largement implantés, le cannabis, la cocaïne, les drogues de synthèse, etc., etc. Certes, la drogue du pauvre subsiste encore au travers du crack, mais le chiffre d'affaires se construit davantage sur des produits pour lesquels les dégâts sont moins visibles. D'autre part, le milieu, très organisé d'alors, qui pendant des années s'était tenu à distance des trafics d'ailleurs, car ce n'était pas très noble, avait fait une entrée fracassante dans l'organisation des filières à la suite de la loi de 70. Ce qui est sûrement le signe que la rigidité de la loi 70 a conduit à des opportunités d'enrichissement pour la criminalité professionnelle du moment. Le problème cependant d'une structure mafieuse installée dans le trafic, c'est qu'à l'instar de ce qui a été appelé la French Connection, les affaires traitées permettaient alors de démanteler des filières totales de la culture du produit à la vente de rue, tant les liens étaient forts à l'intérieur des filières et la hiérarchie verticale. Il suffisait donc parfois de partir d'une affaire de deal, de rue, et puis au fur et à mesure, les enquêteurs pouvaient démontrer les liens qui unissaient les personnes dans le trafic en remontant souvent jusqu'à leur source. La capacité d'adaptation, gage d'efficacité en matière de criminalité, s'est donc opérée. Et dans le milieu, les entreprises criminelles se sont parcellisées en groupes distincts, de la production à la vente de rue, en passant par l'acheminement, etc., etc. Grosso modo, la sous-traitance, comme pour le reste du capitalisme moderne, est devenue la règle pour protéger les intérêts des investisseurs. Les fusibles sont si nombreux qu'il est difficile de neutraliser la tête des réseaux, qui, pour la petite histoire, les têtes de réseau ont depuis longtemps appris à anticiper les pertes liées aux saisies. Non seulement on thésaurise, mais on s'entoure de conseils pointus en matière d'investissement et de rendement financier. De leur côté, les forces de sécurité, qui n'ont pas la même capacité d'adaptation, ont commencé à perdre le contrôle des filières. Effectivement, au-delà des techniciens de la police, il y a une lourde institution policière
qui, comme les autres administrations, ne dispose pas d'un goût immodéré pour l'innovation. En somme, pour cette période, le trafic a été repoussé en dehors du centre-ville et les filières se sont davantage dissimulées dans le paysage et le trafic s'est accru. Puis vient un troisième acte, en 2002, après l'élection présidentielle, bien des choses ont changé dans le pays. En matière de sécurité, entre autres, le chiffre est devenu phare pour juger de l'action de la police. Outre le nombre de bouleversements importants, c'était changer profondément la stratégie d'une force de sécurité, non plus régulatrice de paix publique, mais productrice d'affaires. La répercussion en matière de prohibition fut importante. À défaut de démanteler les réseaux, il fallait produire des affaires et donc multiplier les actions de la police à l'encontre du deal de rue. Parallèlement, au fil du temps, la gestion de sécurité s'est compliquée dans les quartiers, pour diverses raisons, dont l'erreur stratégique des forces de sécurité qui perdurent dans une police offensive exclusivement judiciaire au système de surveillance aléatoire, la crise économique et les revenus consistants du trafic, et vraisemblablement bien d'autres paramètres. Les quartiers qui se sont paupérisés davantage sont de plus en plus à la marge. Parfois, on se sert de la violence urbaine, d'ailleurs, pour éloigner les policiers d'un univers qui a appris à vivre ou survivre au sein d'une république ayant accepté la ségrégation urbaine. Aujourd'hui, les trafics perdurent, bien sûr, puisque l'on sait depuis longtemps que la force de sécurité, si performante soit-elle, ne peut saisir qu'entre 10 et 30% des produits qui circulent. Au vu des marges de bénéfices, ce n'est donc pas cette perte qui va annihiler les trafics. Au contraire, on peut considérer que le trafic de cannabis est actuellement le meilleur rendement criminel aujourd'hui en termes de risques et avantages. C'est un calcul du monde déviant, enfin un calcul entre le risque et l'avantage. Ce n'est pas un calcul très éloigné d'ailleurs du monde non déviant. Un risque peu élevé donc, en matière de justice pour ce qui concerne le trafic de cannabis, probabilité d'interpellation et sévérité de la peine, pour un rapport financier important sur le court terme. Des signes nous permettent même de penser que le marché est à saturation pour ce qui concerne le cannabis. Dans certains endroits, on organise des soldes pour appâter davantage. Je l'ai vu au Mirail, à Toulouse. Dans d'autres endroits sûrement. Le consommateur, et si l'on observe la courbe des prix et des saisies, on peut légitimement penser qu'il y a aujourd'hui plus de produits que de demandes, ce qui semble être à la démonstration flagrante de l'échec de la prohibition. Les produits sont divers, mais le cannabis tient une place prépondérante dans les volumes. Plus d'1 million de consommateurs réguliers pour la France. Ce sont donc mensuellement plusieurs tonnes acheminées et vendues dans le pays. D'ailleurs, chaque fois qu'un service convoque la presse pour annoncer une saisie spectaculaire, ce n'est pas la démonstration d'une meilleure efficacité policière, mais plus simplement que le volume des flux progresse, ce qui permet des saisies ponctuelles plus importantes. Les chiffres sont têtus. Dans un rapport remis au préfet de police de Marseille en ce début d'année, j'ai même indiqué que la problématique des règlements de compte est un effet collatéral de l'action de police, dans ces tentatives de déstabilisation du deal de quartier. En effet, lorsqu'un gérant ou quelques charbonneurs sont arrêtés après plusieurs mois d'efforts, aussitôt une autre équipe se remet en place, tant c'est simple, avec un investissement financier minimal. En somme, le trafic ne s'interrompt pas. Ce sont les équipes qui changent, sauf qu'après leur peine exécutée, les ex-détenus cherchent à reprendre leur point de deal et les conflits commerciaux de cette nature ne se traitent pas devant les tribunaux de commerce. Récemment, on a pu d'ailleurs se rendre compte que des points de deal ont fait l'objet de transactions, telle la cession d'une gérance de magasin, sans toutefois que cet accord aille jusqu'à faire l'objet d'un acte notarié. Bref, depuis l'élaboration de la loi de 70, je mets au défi un policier ou un gendarme qui puisse affirmer qu'en matière de prohibition, la situation se soit améliorée entre le temps de son début d'activité et aujourd'hui. La situation actuelle ou la quadrature du cercle. La situation de sécurité, je ne suis pas trop en retard. La situation de sécurité à Marseille résume à mon sens le mieux la situation d'ensemble. Le contexte politico-administratif est particulier dans la mesure où, pour la première fois depuis 1981, il n'y a pas d'alternance au niveau de la politique de sécurité. Ce qui pourrait être une bonne nouvelle, dans la mesure où la lourdeur administrative fait que les forces de sécurité ont eu les plus grandes difficultés à suivre les orientations politiques trop manichéennes entre prévention et répression. Le problème du moment est ailleurs. Il n'y a pas l'alternance, mais la stratégie globale depuis 2002 est mauvaise. Et elle a largement montré ses limites. De plus, Marseille, pour des raisons que j'ignore, la ville teste du pouvoir exécutif pour démontrer qu'il sait gérer les préoccupations de sécurité.
Bon, moi, à leur place, j'aurais pris Cuges-les-Pins. Enfin, bon. Du coup, création d'une préfecture de police, c'est important, qui, pour relever le défi, s'appuie sur une méthode d'approche globale que j'ai eu l'occasion d'étudier et que je qualifierais de naïve pour ne pas être trop discourtois. Sauf que comme la stratégie ne change pas, il faut tout axer sur une action toujours plus soutenue de la police judiciaire. Malheureusement, les fins connaisseurs dans la machine force de sécurité ont juste omis de préciser que la pratique judiciaire est très chronophage et que dans le même temps, ils doivent faire face à des mesures de déflation d'effectifs et de restriction de moyens. Marseille, pour la petite histoire, c'est autour de 4% d'occupation policière de la voie publique. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, la prohibition restant une variable d'ajustement alors que les vraies préoccupations de la population restent les cambriolages et les vols divers, l'action policière est prioritairement orientée sur le trafic de cannabis. Ce serait presque comique lorsqu'on sait qu'à Marseille, le trafic et la contrebande font partie de l'histoire de la ville, ne serait-ce que par sa situation portuaire. Pendant donc que l'on clame, à coups de statistiques plus ou moins faussées, une action éclatante des forces de sécurité et de ses chefs, la situation de violence s'aggrave. Des règlements de compte connus en attestent, et le trafic de quartier, loin de s'interrompre, perdure. C'est simplement le turnover des dealers qui augmente au rythme des arrestations. J'ai eu l'occasion de rencontrer les acteurs du deal, assez récemment, enfin il y a quelques mois, de quartier, et ils sont très loin de l'image qu'on veut bien donner d'eux. Ils sont plus souvent dans une grande précarité et ils savent qu'il n'y a pas d'issue entre prison et violence. D'ailleurs, ils craignent plus la concurrence que les policiers. Le pire n'est pas là. Car du côté de la préfecture de police, on s'autosatisfait de façon plutôt indécente. On ne se rend même pas compte que l'on a encore une guerre de retard et que l'on se situe encore dans le syndrome de l'anime Maginot. En effet, le deal de quartier est déjà moribond. Mais ce n'est certainement pas en raison de l'action policière. Les évolutions sont très nettes entre cannabiculture et darknet. En 2010, je participais à une rencontre, avec un partenaire, la MILT d'ailleurs, avec une rencontre des polices européennes sur le sujet de la cannabiculture. Tous les spécialistes, en 2010, savaient déjà que c'était une tendance lourde. Pour les Britanniques, par exemple, ils annonçaient que sur 40%, sur l'ensemble de l'herbe consommée au Royaume-Uni, 40% de l'herbe était de production locale. Aujourd'hui, l'étude des prix de vente permet de penser que l'herbe pousse de plus en plus dans le pays. J'ai eu l'occasion d'aller de temps en temps me ressourcer dans le Lot, où j'ai de la famille, et là-bas, les habitants sourient lorsqu'on en évoque la question, car ce n'est pas un mystère pour eux. Seule la maréchaussée semble ignorer cette culture sur des parcelles un petit peu éloignées de la route départementale. Dans le Var, où j'habite, bénéficiant vraisemblablement d'un climat favorable et d'une infrastructure ancienne concernant la culture des fleurs, il y a en effet plusieurs centaines d'hectares de serres. La production semble également s'intensifier. En tout cas, devant les établissements scolaires, il y a de plus en plus d'herbes et de moins en moins de résine. D'ailleurs, cette résine, on rechigne de plus en plus à aller la récupérer dans les endroits glauques, surtout que sa qualité est assez inégale. Quant au darknet, c'est tout simplement l'endroit idéal pour tous les trafics, avec comme moyen d'acheminement, j'ai essayé, j'y étais faire un tour, ça c'est intéressant, darknet. Tous les trafics, moyen d'acheminement le moins onéreux, le plus sûr, évidemment, les PTT. Parce que les quelques contrôles réalisés dans les centres de tri ne sont évidemment pas en rapport avec l'importance des flux entre courrier et paquets. Bref, pendant que le préfet de police de Marseille déclare faire la guerre à la drogue, d'ailleurs en général ceux qui déclarent faire la guerre ne sont pas ceux qui la font, les trafics se sont déjà évidemment adaptés et pour les observateurs avertis, il a plus l'air de Tartarin de Tarascon que d'un grand chef de guerre. Non mais il me taille aussi des croupières, hein, donc je me venge un peu. Il dit que j'ai fait un rapport imbécile. Je vous passe évidemment les préoccupations de corruption autour de la prohibition, dont l'une des dernières affaires au Quai des Orfèvres est symptomatique de la situation entre un policier qui a fait un choix très calculé entre risque et rentabilité assurée. Et une administration qui conclut, quelques semaines plus tard, parce que je trouve ça assez savoureux, que seule la responsabilité personnelle de ce policier est engagée, et qu'il n'y a donc pas de faille dans le dispositif. Je ne sais si cela est bien rassurant pour le citoyen de savoir que 52 kilos de cocaïne puissent disparaître d'un local de police sans que le chef de service soit amené à s'expliquer sur la question. En conclusion, alors que nous disposons de nos généraux à bande moltière et aux stratégies incertaines,
Le marché est à saturation et nous avons plus d'1 million de consommateurs réguliers. Faut-il donc créer 1 million de places de prison pour une population carcérale aujourd'hui environ 67 000 détenus? Le temps viendra donc logiquement de reposer le problème de la prohibition dans son ensemble. Pour les solutions, effectivement, je reste optimiste, car inévitablement, il faudra revisiter le système de prohibition. En revanche, je n'ai pas d'idée de l'échéance. Il est vrai que plus le temps passe, plus on gaspille de la santé publique et de l'argent public. La solution est de bon sens. Prenons un exemple. Même si le recul est très court et qu'en conséquence, il faut prendre des chiffres avec une grande prudence, il reste intéressant d'observer la situation aux États-Unis, dans l'État du Colorado et de Washington, qui depuis 2 ans ont légalisé l'usage récréatif de la marijuana. C'est vrai que 2 ans, c'est peu. Il ne faut pas s'enflammer. Mais une infographie a néanmoins été réalisée et elle résume les retombées à la fois en termes de criminalité et de revenus dans ces 2 États. Je cite. La légalisation du cannabis a réduit les crimes. Selon les chiffres donc dans le Colorado, on note une légère diminution du nombre de crimes depuis la légalisation. En effet, dans la ville principale de Denver, les crimes violents ont diminué de 10%. Les homicides ont été divisés par 2 et les vols de véhicules motorisés de plus d'1 tiers. Des personnes plus détendues grâce à la fumette ou un État qui a coupé l'herbe sous le pied des gangs violents, la question se pose. Les raisons sont assez floues, effectivement, et il ne faut pas affirmer que cette baisse est complètement intrinsèquement liée à la légalisation, mais c'est quand même des choses intéressantes à observer, surtout dans le moyen terme. En tout cas, contre tous ceux qui disent que le jour où il y a une avancée sur les textes de la loi de 70, qui prétendent que la criminalité va absolument s'aggraver, ce n'a pas été le cas là-bas. La légalisation du cannabis rapporte de l'argent. Ça peut donner des idées en période de clôture d'exercice budgétaire pour les années qui viennent. Il semblerait que donc, la légalisation du cannabis a contribué au soulagement des finances publiques dans ces 2 États, d'une part en réduisant les milliards de dollars investis dans la lutte contre les drogues, et d'autre part en taxant la vente de cannabis. À l'argument sociétal se mêle ainsi l'argument économique. Alors, selon les chiffres qu'il donne, les chiffres dans le Colorado, c'est 19 millions de dollars sont issus de la vente du cannabis récréatif. C'est un chiffre conséquent parce que là, 19 millions, c'est par mois. Ainsi, sur toute l'année 2014, ce sont donc pas moins de 134 millions de dollars qui devraient être récoltés grâce aux taxes, dont 40 millions devraient être réinjectés intelligemment, j'aime la formule, dans le secteur de l'éducation pour lancer des campagnes de prévention contre la drogue. Moi, je pense que, là non plus, il ne faut pas s'enflammer, parce que réinjecter de l'argent, ça dépend qui a intérêt à la vente. D'où l'intérêt de l'expérience uruguayenne, un commerce contrôlé par un État qui a le souci de la santé publique et pas seulement un souci de rentabilité. En conclusion, à mon sens, pour ne pas souffrir davantage du syndrome Maginot en matière de prohibition, il reste nécessaire et urgent d'informer l'opinion publique sur la réalité de la situation et sur les limites de la prohibition. La gestion de l'interdit ne doit pas faire l'objet de fantasmes moralistes. Elle correspond à des réalités qu'il faut prendre en compte, et au lieu de chercher à faire des carrières, les responsables politiques et administratifs ont pour responsabilité de régler les problèmes des concitoyens. En matière de prohibition, la solution s'affiche de plus en plus clairement. J'aurais bien aimé, évidemment, que la France soit plus novatrice et clairvoyante, mais pour l'heure, elle semble plutôt en retard dans la réflexion d'ensemble. Et j'espère qu'en multipliant l'information sur le sujet, nous pourrons faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre attention.